je suis présidente de la CPCNU. La CPCNU, c'est la commission permanente du CNU. Et sinon, moi, je suis enseignante-chercheuse, je suis professeure de physique à l'Université de Poitiers et mon laboratoire, c'est l'Institut P'. Voilà. Raphaël Porcher, je suis professeur de biostatistique à l'Université Paris-Cité et je suis le président du RNCD. Donc, l'objectif de la présentation aujourd'hui, c'est donc de vous présenter en particulier donc, le dispositif des qualifications aux fonctions de maître de conférence. Donc, ce dispositif de qualification, il est intimement lié au statut des enseignants-chercheurs. Donc, on va faire un petit rappel sur ce qu'est le statut des enseignants-chercheurs dans l'enseignement supérieur public. On va vous présenter le CNU et brièvement la CPCNU, la commission permanente du CNU. Et puis, dernière partie, ça sera des présentations assez pratiques sur la qualif. La qualification, c'est quoi, comment ça marche et qu'est-ce que vous devez faire. Et voilà, les éléments les plus importants. Donc, comme on l'a dit, les documents sont publics. Et puis, vous verrez que si vous ratez des choses aujourd'hui, l'important, c'est de bien repérer où sont les informations pratiques sur lesquelles vous pourrez vous référer dans la suite. Alors, premier point, le statut des enseignants-chercheurs. La question de la qualification, comme je viens de le dire, elle est complètement liée au statut des enseignants-chercheurs dans l'enseignement supérieur public, donc à l'université et dans les écoles. Les maîtres de conférences, les professeurs d'université, ce sont des fonctionnaires d'État. Le ministère de tutelle, c'est le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et les professeurs et les maîtres de conférences, ils ont un statut particulier parmi les fonctionnaires d'État qui est régi par un décret de 84. Et par exemple, c'est ce décret aussi qui donne, par exemple, la liberté académique des enseignants-chercheurs, ce qui est extrêmement important puisque un enseignant-chercheur fait de la recherche et ne doit pas être contraint dans sa recherche ou voilà, recevoir. Il a une liberté sur ses sujets de recherche et sur son expression. Alors, le temps de travail d'un enseignant-chercheur, c'est pour moitié le service d'enseignement, donc à 192 heures équivalent TD, et l'autre moitié, c'est l'activité de recherche. Alors, même si vous êtes dans des laboratoires et que vous voyez le quotidien des enseignants-chercheurs, vous voyez qu'en fait, il y a bien une troisième moitié qui est consacrée aux tâches d'intérêt général. Mais notre mission fondamentale, c'est ça, c'est enseigner, c'est une partie extrêmement importante de notre métier. On enseigne, on transmet les connaissances et puis notre activité de recherche. Alors, les missions des enseignants-chercheurs, elles sont détaillées aussi dans le Code de l'éducation, où on retrouve donc principalement la formation initiale et continue, l'enseignement, la recherche scientifique. Et puis, il y a aussi d'autres missions qui ont été ajoutées, qui sont l'orientation, promotion sociale, diffusion, participation à la construction de l'espace européen, coopération internationale. Mais les deux missions sur lesquelles on se doit d'être actif, c'est les deux premières, formation initiale et continue et recherche scientifique. Donc le CNU, lui, il est lié à ce statut, puisque, alors on ne va pas le voir aujourd'hui, mais la carrière, l'entrée dans le métier, puis après la gestion de la carrière dans le métier est gérée par le CNU, en tout cas en partie. Et le CNU, c'est aussi et surtout un garant de l'indépendance et du caractère national de la fonction d'enseignant-chercheur. C'est une instance nationale et son existence, son fonctionnement est régi par un décret. Et donc, il a un rôle central parce qu'il a un rôle de protection des enseignants-chercheurs. Par exemple, tout à l'heure, j'ai évoqué la question de la liberté académique. Donc, le CNU peut dire, oui, ça, c'est de la recherche. Cet enseignant-chercheur, il fait de la recherche. Ça relève de telle discipline. Nous, on reconnaît cette activité comme étant de la recherche. Et c'est donc intimement lié au statut de fonctionnaire d'État. Alors, le CNU, et ça j'insisterai là-dessus, le CNU, dans les textes, dit qu'il doit assurer la représentation équilibrée de la diversité du champ disciplinaire, des établissements d'affectation et des hommes et des femmes. Ce qu'il faut vraiment comprendre, est que le CNU, ce n'est pas une boîte noire comme ça, quelque part. Le CNU, ce sont des enseignants-chercheurs ou des chercheurs qui sont dans les laboratoires, qui exercent le métier d'enseignant-chercheur, qui encadrent des doctorants, des post-docs, qui sont pleinement investis dans le métier d'enseignant-chercheur. Ce sont donc des collègues et c'est eux qui constituent le CNU. Et le CNU, par sa composition même,
va être représentatif de la diversité des champs disciplinaires et au sein même d'une discipline, des sous-disciplines. Et il est aussi représentatif de la diversité des établissements. Il peut y avoir au CNU des membres qui viennent de sites délocalisés, d'universités, on va dire, de taille moyenne, pluridisciplinaires. Et puis, il y a des représentants, des collègues qui, eux, exercent leur métier dans des grands établissements. Voilà, ça peut être, il y a aussi bien des gens d'instituts délocalisés que, par exemple, la Sorbonne. Voilà. C'est cette diversité de l'enseignement supérieur, elle est bien représentée. Et ça, c'est important de le savoir parce que quand vous allez soumettre votre dossier, l'Assemblée, elle est constituée de telle sorte qu'on comprend d'où vous veniez, on comprend votre situation. On peut comprendre quelle est votre situation et dans quelles conditions vous avez exercé votre thèse ou vos missions d'ATER ou de postdoc. Alors maintenant, si on rentre dans un petit peu le vif du sujet sur ce qu'est le CNU, alors tout d'abord, vous voyez ce lien, alors vous n'avez pas besoin de le retenir, c'est un lien important, mais vous allez le retrouver tout de suite si vous tapez CNU sur un moteur de recherche, c'est ce premier lien qui arrive. Donc, et là, vous allez trouver, on y reviendra souvent sur ce lien. Donc, le CNU, il est divisé en 6 grands domaines thématiques. Ces domaines sont divisés eux-mêmes en 12 groupes et il y a 60 sections qui sont des sections disciplinaires. Le CNU, c'est environ 3500 membres et qui représente les environ 48 000 enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur public. Alors, un petit mot sur la composition des sections du CNU. Il y a des petites et des grandes sections, hein, pour faire simple. Donc, une petite section, c'est 48 membres. Une grande section, c'est 96 membres. Il y a moitié maître de conférence, moitié professeur. Alors, je dis pour dire vite, hein, parce que ça peut être des maîtres de conférence ou des chargés de recherche, ça peut être des professeurs ou des directeurs de recherche. Donc, moitié maître de conf, moitié prof, moitié titulaire, moitié suppléant. Une autre caractéristique, c'est que 2/3 des membres des sections du CNU sont élus, ce sont des membres élus par l'ensemble des enseignants-chercheurs de leur corps. Et l'autre tiers, ce sont des membres qui sont nommés par le ministère, ou voilà, qui va nommer. Alors, cet équilibre entre élus et nommés, ça assure d'abord la représentativité, hein, c'est les enseignants-chercheurs qui élisent leurs représentants, et les nommés permettent de rééquilibrer. Si on voit par exemple que, enfin, normalement c'est fait pour ça en tous les cas, si on voit qu'à l'issue des élections, il y a des sous-disciplines qui sont absentes ou des types d'établissements qui sont absents, on va pouvoir rééquilibrer la composition de la section par les membres nommés. Et après, au sein de l'assemblée de la section, nommés et élus travaillent de la même façon tous ensemble. Les mandats durent 4 ans et donc le mandat actuel, on a été élu ou nommé en 2023 et le mandat court jusqu'en 2027. Alors bon, un petit détail, je ne resterai pas longtemps. Dans les sections, il y a un bureau qui va préparer, qui va organiser les débats, qui va saisir les résultats, enfin qui fait un travail relativement important. Donc il y a un président qui est issu, qui est forcément issu du collège A, enfin donc des profs ou des R, des vice-présidents et des assesseurs. Voilà. Donc en tout cas, il y a un bureau donc, issu de la section qui va organiser le bon fonctionnement de la section et qui va être garant de son bon fonctionnement, du respect des règles, par exemple des règles de déontologie en particulier. Donc, ce qu'il faut retenir quand même de ce CNU, c'est que c'est une instance donc, nationale régie par des décrets nationaux. C'est une instance pluraliste issue d'élections. Elle est collégiale, elle est paritaire. Et donc, elle a un fonctionnement démocratique. Et ça, on va le voir, on va le voir plus tard. Alors, maintenant, si on revient sur les 6 domaines qui composent le CNU. Les 6 grands domaines, c'est cela. Donc ça, c'est une capture d'écran du site Conseil national des universités. Alors, vous voyez que ça date un peu parce qu'il y a toujours écrit sciences, alors que maintenant, on dit quand même largement sciences et techniques plutôt que sciences. Mais vous voyez les 6 grands domaines qui composent le CNU. Et un petit point, on va voir que, oui, on va voir après, donc les domaines vont être divisés en groupes, puis en sections. Et tout de suite, un petit point, certaines sections il y a certaines disciplines, pardon,
ont une section unique. Par exemple, l'économie, elle a une section unique, c'est la section 5, qui est la section sciences économiques. La gestion, elle a une section unique, hein, c'est la section 6, sciences de gestion et management. Mais il y a aussi des disciplines auxquelles vont correspondre plusieurs sections, comme la chimie, comme la physique. La chimie, par exemple, il y a la chimie théorique, qui est une section, il y a la chimie orga, et puis il y a la chimie des matériaux. Il y a 3 sections de chimie. Il y a 2 sections d'histoire, il y a 3 sections de droit. Voilà. Donc ça, par exemple, c'est le premier grand domaine. Vous avez le groupe qui est en gros droit et sciences politiques. Vous voyez les 4 sections. Le groupe 2, il y a 2 sections. Vous avez le groupe 3 qui est lettres et langues. Le groupe 4 qui est sciences humaines et sociales. Donc vous voyez chacune, vous avez des groupes relativement importants. Ça, c'est dans le grand domaine sciences, vous avez 6 groupes différents. Donc, vous voyez, vous avez un groupe maths info, vous avez un groupe chimie, vous avez un groupe physique. Ça, c'est astro, sciences de la Terre, sciences pour l'ingénieur, et puis sciences de la vie. Un groupe dit pluridisciplinaire, avec, vous voyez, les différentes sections. Ça va de la science de l'éducation, culture, langue régionale, sciences et techniques, enfin le STAPS, activités physiques et sportives. Puis vous avez un dernier groupe, théologie. Et puis les sections de santé mono-appartenants, c'est-à-dire c'est surtout pharmacie, hein, donc je ne vais pas m'étendre du tout là-dessus, mais donc les mono-appartenants, et puis des nouvelles sections qui sont aussi mono-appartenantes. Alors on retrouve la maïeutique, kiné et les soins infirmiers. Donc vous voyez à travers ça, vous voyez la diversité des disciplines, en fait, et ça c'est tout ça l'enseignement supérieur, c'est tout ça la recherche. Et alors, on peut, au CNRS, hein, vous retrouvez un petit peu cette construction en sections. Ce n'est pas tout à fait la même logique, mais on retrouve cette même diversité. Alors, les compositions des sections du CNUS, elles sont complètement publiques. Vous pouvez les retrouver. Si vous allez sur ce fameux site, donc de nouveau, vous tapez CNUS sur un moteur de recherche, et normalement, c'est ce site qui apparaît. Alors, il n'est pas très, très moderne, hein, mais en tout cas, il contient des informations et il faut aller le consulter. Et si vous allez sur ce site, vous allez, alors ça, c'est la section 28, hein, c'est celle dont je suis présidente, et vous allez pouvoir retrouver les membres de votre section, enfin les membres de la section, d'une section sur laquelle vous voulez peut-être postuler. Donc là, par exemple, ça c'est le collégiat. Alors j'ai fait une copie des campas de tous. On retrouve le bureau, on retrouve l'ensemble des membres. C'est le collège B, donc on retrouve pareil le bureau collège B, puis l'ensemble des membres. Donc la composition des sections CNU est publique. Vous avez peut-être des membres du CNU autour de vous. Ils peuvent répondre à vos questions. En tout cas, ce n'est pas du tout une chambre obscure. Hein, ce sont des membres élus et c'est complètement normal qu'on sache qui est au CNU. Donc, les sections, je viens de le dire, elles sont réunies par groupe. Et ça, vous serez peut-être concerné, j'espère pas pour vous, mais ça peut arriver. C'est au niveau des groupes que seront gérés, par exemple, les appels au groupe. Hein, c'est-à-dire, ça, c'est le recours au cas de non-qualification de 2 années consécutives. À part ça, vous n'avez a priori, c'est vraiment au niveau des sections, vous, que vous allez vous adresser. Et vous allez demander une qualification dans une section, pas dans un groupe. C'est vraiment le niveau important, c'est celui de la section. Et puis, juste pour information, la commission permanente du CNU, elle regroupe tous les bureaux des sections CNU. Son travail, c'est un petit peu d'harmoniser, d'organiser. Et c'est la commission permanente du CNU, par exemple, avec le RNCD, qui permet l'organisation de ce genre de webinaire comme aujourd'hui. Alors, maintenant, on va rentrer un petit peu plus précisément dans ce qu'est la qualification. Donc, le CNU, comme je l'ai dit, il gère différentes étapes de la carrière des enseignants-chercheurs. Et la première étape, c'est l'entrée dans le métier. Et pour entrer dans le métier des enseignants-chercheurs, il faut une qualification. La première étape, c'est la qualification aux fonctions de maître de conférence. Cette qualification, elle constitue une reconnaissance nationale de l'aptitude à exercer le métier d'enseignant-chercheur et plus précisément là, de maître de conférence. On peut la considérer comme une phase d'admissibilité dans un processus de recrutement en 2 temps, où il y aurait d'une part la qualif au niveau national qui reconnaît des aptitudes, des comptes, puis le recrutement en lui-même sur un poste avec un profil donné scientifique. Donc l'évaluation des compétences générales, il se fait au niveau national et le recrutement avec adéquation au poste, il se fait par l'établissement
par des comités de sélection au niveau local dans les établissements. Donc voilà, donc la qualif, c'est la première étape et c'est vraiment une reconnaissance au niveau national de l'aptitude à exercer le métier des enseignants-chercheurs. C'est une reconnaissance par des pairs qui exercent ce métier. Donc les gens qui vont vous donner la qualification, ce sont, j'insiste, ce sont eux-mêmes des chercheurs ou des enseignants-chercheurs qui sont dans les laboratoires, qui encadrent des doctorants, qui travaillent avec des postdoctorants et des attères et donc qui connaissent parfaitement, qui sont complètement impliqués dans le métier. Alors, vous allez demander une qualification dans une section ou dans plusieurs sections. Vous pouvez demander une qualification dans plusieurs sections et ça vous autorisera donc à postuler sur des postes maîtres de conférence. Alors, petite précision d'ailleurs, si vous êtes qualifié dans une section, je vais dire de la 28, par hasard, la 28, donc une des sections de la physique, vous pouvez postuler sur n'importe quel poste, pas forcément un poste 28. Alors après, le comité pourra peut-être trouver que vous n'êtes pas du tout dans le profil. Hein, mais voilà, donc ça vous autorise à candidater sur les postes de maître de conf. Et cette qualification, elle est utile pour les comités de sélection parce qu'elle précise votre curriculum vitae. Et vous dites, si on reconnaît, justement, on dit, bah, cette personne-là, ce candidat, il a été qualifié dans telle section, ça veut dire que le CNU a reconnu qu'il avait l'aptitude pour enseigner cette discipline et pour exercer de la recherche dans cette discipline. C'est ça que dit la qualification. Et donc, il précise votre CV pour les comités locaux. C'est donc une condition nécessaire, mais vous l'aurez bien compris, pas suffisante pour devenir maître de conf. Donc, on va évaluer vos aptitudes à exercer le métier. Donc, les trois dimensions du métier des enseignants-chercheurs, c'est principalement l'enseignement, la recherche et aussi, je l'ai évoqué, les responsabilités administratives. Nous, quand on examine un dossier de qualification, c'est sur l'enseignement et sur la recherche qu'on va évaluer votre dossier. Si vous avez d'autres activités, ça peut être un plus, on montre que vous êtes impliqué dans votre établissement, dans le laboratoire, voilà. Mais c'est vraiment l'enseignement et la recherche qu'on va évaluer. Alors, ce qu'on va vérifier aussi, donc ça, ce qu'on vérifie, cette aptitude, on va la vérifier à partir du dossier. C'est-à-dire que dans le dossier, et à partir du dossier seul, on va travailler et donner la qualif ou pas la qualif. Et on va évaluer ce dossier au regard de la question, est-ce que cette personne peut enseigner dans la discipline concernée par la section. C'est-à-dire que, de nouveau, je prends l'exemple que je connais, la physique, on va vérifier si le candidat peut enseigner de la physique et faire la recherche en physique. Ça veut dire que si vous postulez sur plusieurs sections, et ce qui est tout à fait légitime, voilà, vous pouvez évidemment, les sections, il y a du recouvrement. Si vous postulez sur des qualifs sur plusieurs sections, vous avez quand même intérêt à adapter votre dossier à la section à laquelle vous postulez. Un exemple de nouveau que vous connaissez bien, si vous êtes plutôt en sciences des matériaux, il y a un aspect physique, un aspect chimie, ou un aspect physique, un aspect mécanique. Si vous postulez dans la section de la physique, vous allez mettre en avant dans votre dossier les aspects physiques de votre formation initiale, les aspects physiques de votre recherche. Si vous postulez, la même personne peut aussi postuler dans une section de mécanique, elle va à ce moment-là, elle modifie un petit peu son dossier pour mettre en exergue et en évidence les aspects qui montrent qu'elle a l'aptitude d'enseigner la mécanique. Et vous pouvez tout à fait être qualifié dans deux sections. Et chaque section, par contre, c'est chaque section qui va s'accorder sur ses propres critères. Donc, les critères d'une section vont varier. Celles de la 28 et de la 60 ne seront pas les mêmes. Donc, c'est vraiment important que vous prépariez votre dossier. On va voir après ce qu'il doit y avoir dans votre dossier. Mais votre dossier, il doit permettre à la section de répondre à la question posée, c'est-à-dire est-ce que le candidat est capable d'enseigner dans ma discipline, dans la discipline concernée par la section. Et il doit être suffisamment précis pour ça. Donc, n'hésitez pas, quand vous décrivez par exemple votre formation initiale, n'hésitez pas à donner des exemples d'enseignements que vous avez suivis qui montrent que vous avez eu une formation initiale qui correspond à la section dans laquelle vous postulez.
détaillez bien tout ce que vous faites et votre recherche et votre discipline en ayant à l'esprit, il faut que la commission ait les éléments nécessaires, parce qu'elle n'ira pas les chercher ailleurs, il faut que dans le dossier, il y ait les éléments nécessaires pour pouvoir prendre notre décision. Alors, une petite remarque, il y a aussi des candidatures de maîtres de conférences au Muséum national d'histoire, les candidatures au Muséum national, et dans ce cas-là, une section peut avoir des critères différents pour le maître de conf, on va dire non muséum, et pour le maître de conf muséum, en particulier sur l'exigence d'enseignement, parce que les missions au muséum ne sont pas les mêmes que pour le non-muséum. Donc, c'est pareil, vous pouvez faire, si vous postulez aux deux, vous pouvez adapter, si vous voulez, votre dossier. Mais en tous les cas, les critères sont en général différents et vous pouvez très bien être qualifié au muséum et pas maître de conf ou inversement, parce que les missions ne sont pas les mêmes et donc les critères ne seront pas les mêmes. Donc, ça concerne toujours quand même quelques candidatures. Alors, maintenant, comment se passe une session CNU? Alors, ce que je vais vous décrire, c'est évidemment la qualif, c'est ce qui vous intéresse, mais c'est la même chose pour toutes les sections CNU après, qui vont gérer l'aspect de la carrière des enseignants-chercheurs. Donc, votre dossier, il va être examiné avant la session par 2 rapporteurs qui sont désignés par le bureau. Donc, le bureau, en général, il va regarder, en général, il regarde un peu la proximité thématique des sous-disciplines. En tout cas, il va vous attribuer 2 rapporteurs qui vont travailler de manière indépendante. Les rapporteurs, à la lecture du dossier, et seulement à la lecture du dossier, il n'y a pas de renseignements qui vont venir parasiter ça. À la lecture du dossier, chaque rapporteur va émettre un avis préalable sur la candidature. Il va décrire le dossier, il va dire tout ce qu'il y a dans le dossier, il va en faire un résumé bien caractéristique et il va dire si lui propose la qualif ou pas la qualif. Voilà. Et puis ensuite, les dossiers vont être discutés en session par l'ensemble des membres présents et c'est l'ensemble des membres présents qui, ensemble, va prendre une décision favorable ou défavorable sur la base des éléments du dossier, de manière collégiale. Et donc, l'avis final, la décision finale, c'est une décision collégiale. Ce n'est pas l'avis préalable, pas forcément l'avis préalable des rapporteurs. On peut avoir des avis de rapporteurs contradictoires, on peut avoir des avis de rapporteurs tous les deux défavorables et à la fin c'est favorable et inversement. La décision finale, elle est vraiment prise collégialement. Donc, j'insiste là-dessus, c'est une décision collégiale après un débat contradictoire qui est à la fin sanctionné par un vote et les critères sont disponibles sur le site du CNU. Et donc, vous avez compris que ces critères-là, ils sont disponibles sur chaque site de chaque section. Et ça j'y reviendrai. Et donc, comme je l'ai écrit, les sections du CNU ne sont pas tenues de suivre les appréciations des rapporteurs. Alors, peut-être quelque chose que j'avais oublié de mettre dans mon diaporama, je le dis, les décisions, je le dis à l'oral, les décisions du CNU, elles sont de 3 types. Ou bien c'est non qualifié, ou bien qualifié, ou bien hors section. Hors section, ça veut dire que le comité, la section, a considéré que le dossier qui lui était parvenu ne relève pas de sa discipline. Et à partir du moment où ça ne relève pas de sa discipline, ben, il ne va pas dire si c'est qualifié ou pas qualifié parce qu'il va dire qu'il lui-même ne peut pas juger de l'aptitude à enseigner la discipline puisque ce n'est pas la sienne. Voilà. Donc, vous êtes ou bien qualifié, ou bien non qualifié, et c'est refus de qualification, ou bien hors section, ce qui, au final, pour vous, revient, c'est une non-qualification, mais ce n'est pas tout à fait, la même raison. Alors, au CNU et pour toutes les sessions CNU, il y a des règles de déport réglementaires extrêmement importantes. Alors évidemment, classiquement, les membres de famille, le directeur ou la directrice de thèse qui n'est pas présent, alors il sort de la salle ou à minima, il se tait. Les membres du CNU d'un même établissement, ça peut être certaines sections l'étendent au même labo, parce qu'on a des labos qui sont pluri-établissements, ne participent pas. Ça, c'est extrêmement important. On y tient vraiment, de toute façon, qu'on y tienne ou qu'on n'y tienne pas, c'est complètement réglementaire.
Et ça assure, voilà, ça assure la bonne tenue, l'impartialité des débats. Les débats sont impartiaux. Ça dit aussi une des conséquences, c'est que vous avez tout à fait la possibilité d'aller justement discuter avec quelqu'un du CNU de votre même établissement, de lui demander des conseils, on vous y encourage, puisque de toute façon, cette personne, si elle est dans le même établissement, elle ne prendra pas part au débat vous concernant. Donc, vous avez, et on vous y encourage à aller demander conseil aux membres du CNU qui sont autour de vous. Donc, ces règles de déport, vous voyez, elles sont vraies pour toutes les sessions CNU, elles sont extrêmement importantes et c'est au final très confortable aussi pour les membres du CNU qui peuvent te dire, moi je ne sais pas, je peux t'aider à faire ton dossier, mais par contre, si tu es qualifié ou pas qualifié, je ne pourrais rien en dire parce que je n'ai pas participé au débat. Alors, maintenant, la dernière partie de l'exposé, qui est vraiment sur la question pratique, c'est comment vous allez faire et à quel moment et qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, vous allez passer par la plateforme Odyssée pour vous inscrire. Alors, première information qu'il faut absolument, alors celle-ci par contre, vous pouvez faire une copie d'écran s'il le faut dès maintenant. La date limite des dépôts des pièces, de toutes les pièces, c'est le lundi 15 décembre 2025. Après le lundi 15 décembre 2025, Odyssée est fermée pour vous, vous ne pourrez plus rien faire. Ça veut dire que toutes les pièces, rapports de soutenance, devront être prêtes pour être déposées au plus tard le lundi 15 décembre 2025. Donc vraiment, ça, il faut que vous l'ayez en tête tout de suite, que vous en parliez tout de suite à vos directeurs de thèse si vous en concernez autour de vous. J'insiste très lourdement parce que ce n'était pas les mêmes dates l'année dernière. Il y avait l'histoire des soutenances tardives, tout ça, c'est fini. Une date unique, c'est le 15 décembre. Voilà, je réinsiste. Vous trouverez, alors, les sites importants. Il y a le site Odyssée, c'est par Odyssée que vous allez vous inscrire, je vais y revenir. Et puis le site Galaxy, Galaxy, enseignement supérieur, Calif, vous allez finir par tomber dessus. C'est celui-ci, sinon, vous aurez les docs. Voilà, c'est bien écrit pour la campagne de Calif 2026, pour tous les candidats. Le calendrier de la campagne s'articulera désormais autour d'une phase unique d'inscription et de dépôt des pièces qui débutera mi-septembre. Donc, bon, voilà, il y aura un début où vous pourrez commencer et qui se terminera le 15 décembre. Voilà, donc cette date unique s'impose quelle que soit la date de soutenance. Voilà, donc ça, c'est vraiment peut-être que vous retiendrez que celle du webinaire, mais enfin, en tout cas, ça, faut vraiment que vous le reteniez. Donc voilà, ça, c'est le site Galaxy tel qu'il est actuellement. Et vous voyez, il y a le site Galaxy où il y a des infos, mais là où vous allez vous inscrire, c'est Odyssée. Mais les deux sont liés. Donc, si vous allez sur Galaxy, vous allez retrouver facilement Odyssée. Voilà, ça se présente comme ça. Vous pourrez cliquer sur Odyssée et vous retrouver sur la plateforme où vous pourrez vous inscrire. Donc, vous pouvez tout de suite commencer à aller voir ces choses-là. N'attendez pas les dates limites. Donc, comment vous allez faire? Donc, vous allez d'abord créer un compte Odyssée. Alors là, j'ai mis la date du 14 octobre. Celle-ci, par contre, elle sera confirmée. Surveillez ça, sûrement ça sera communiqué. Enfin, il faut commencer par créer un compte sur Odyssée. Et puis après, vous allez déposer votre dossier. Et la date limite pour ces dépôts des différentes pièces, c'est le 15 décembre. Alors, le dossier maintenant. Le dossier, il est composé de pièces obligatoires et de pièces complémentaires. Et qu'elles soient obligatoires ou complémentaires, toutes ces pièces sont extrêmement importantes. Alors, elles ont des statuts différents. Donc, il y a 4 pièces obligatoires. Ces 4 pièces obligatoires, elles vont décider de la recevabilité de votre dossier, la recevabilité administrative. Ça, c'est le ministère, c'est la DGRH qui fait cette étape-là, qui vérifie ces pièces. Ce ne sont pas les membres du CNU. Et donc, il faut passer cette première étape. Et si votre dossier n'est pas déclaré recevable, il ne sera pas examiné par les membres du CNU. Ça s'arrêtera là. Ils ne seront pas examinés. Alors, ces 4 pièces obligatoires, on va y passer un petit peu de temps. Et puis, de nouveau, le document, il sera public, il sera diffusé. Et ces informations que je vous donne, vous les trouvez sur Galaxy. Donc, allez voir, vérifiez, relisez bien.
Donc, la première pièce, c'est une pièce justificative permettant d'établir ou la possession du doctorat, par exemple, la possession du doctorat et obligatoirement sa traduction si cette pièce justificative est rédigée en langue étrangère. Ça, c'est vraiment important. Et si vous n'êtes pas encore en possession, une attestation attestée par votre établissement ira. Donc, il faut la pièce justificative qui donne la possession du doctorat. J'insiste tout de suite très lourdement sur le fait que si vous avez passé une thèse à l'étranger, et ça, parlez-en autour de vous si vous avez des post-docs qui sont étrangers, qui sont autour de vous, qui ne sont pas intéressés par la qualif. Si vous avez passé une thèse à l'étranger, ce document-là, il doit obligatoirement être accompagné de sa traduction française. Ça va décider de la recevabilité de votre dossier et ça, faut absolument le faire. Même si vous avez fait une thèse en études anglophones, que votre thèse, elle est en anglais et que les membres de votre CNU seront tout à fait en mesure de comprendre, c'est pour l'étape de la recevabilité, il faut absolument la traduction française. C'est vraiment une cause, malheureusement, d'irrecevabilité assez fréquente parce que. Donc voilà, ça c'est vraiment important que vous l'ayez en tête. Deuxième, c'est le rapport de soutenance. Et de nouveau, obligatoirement sa traduction française s'il est rédigé en langue étrangère. Alors, je sais qu'il y a des rapports de soutenance qui sont longs, avec certaines des parties en français, des parties en langue étrangère. Les parties étrangères, il faut qu'il y ait la traduction. Voilà, c'est assez lourd, mais c'est vraiment important pour vous. Et donc, ce rapport de soutenance, vous comprenez qu'il doit être, dernière limite, il doit être téléversé le 15 décembre. Donc, il faut l'anticiper. Ça veut dire aussi que dans les services, dans les établissements, il faut que cette date aussi soit bien connue. Ça c'est pas de votre ressort. Mais il faut que vous ayez anticipé le fait que le rapport de soutenance, le 15 décembre, il doit être en mesure d'être déposé sur le site. Et donc, des fois, le rapport de soutenance, on ne l'a pas juste après la soutenance. Donc, il y a ce délai qu'il faut anticiper. Ça, c'est la deuxième pièce. Et ça, c'est une pièce obligatoire. On parle toujours de recevabilité du dossier. La troisième pièce, c'est un CV. Alors, dans le décret, on parle bien de curriculum vitae. C'est un curriculum vitae qui présente les activités en matière d'enseignement, recherche, administration. Et ce document mentionnera, le cas échéant, le cursus, le profil, le parcours professionnel. Voilà. Alors là, sur cette histoire de CV, pour la recevabilité, si vous déposez un CV qui ressemble à un CV, genre je cherche un job d'été, le ministère, il verra s'il y a les infos là que je vous dis. Pour lui, ça ira, un CV d'une page, il pourra déclarer votre dossier recevable parce que, comme pièce obligatoire, vous avez répondu aux questions qui sont posées là sous nos yeux. En revanche, ce CV-là, il peut ne pas être suffisant pour la qualif plus tard, quand les membres du CNU vont examiner votre dossier. C'est-à-dire que un CV pour une section CNU, c'est un rapport d'activité qui va expliciter le parcours, dont la formation initiale, les activités d'enseignement et de recherche et éventuellement les tâches collectives. Alors, il y a certaines sections qui proposent un canevas type, un CV type. En tout cas, pensez bien que le dossier qui doit être déposé, il doit contenir les informations qui vont permettre à la section CNU de pouvoir juger si vous êtes apte ou pas au métier d'enseignant-chercheur dans sa discipline. Donc, on reçoit beaucoup de dossiers où le CV, c'est juste une page recto. Des fois, il n'y a même pas, enfin voilà, très très bref, type ce que vous apprenez malheureusement des fois à l'université à faire pour trouver un boulot, enfin un petit boulot. C'est pas ça qui est attendu. Là, on attend un rapport d'activité scientifique. Et donc, si ça passe la barre de la recevabilité, au niveau de la qualif plus tard, la section CNU pourra considérer qu'elle n'a pas les éléments suffisants pour juger, pour évaluer l'aptitude à exercer le métier dans sa discipline. Donc, nous, ce qu'on vous encourage à faire, c'est que ce fameux CV, il faut en tout cas quelque part dans le dossier, et pourquoi pas là, dès maintenant, vous ayez ce rapport d'activité. Et puis le quatrième, c'est un exemplaire de travaux dans la limite de 3 documents.
Voilà, donc ça, c'est... Donc voilà les 4 pièces obligatoires. Et ce sont ces 4 pièces obligatoires qui vont être examinées par les services du ministère et qui vont décider si c'est recevable ou pas recevable. Alors, donc voilà, ça, c'est les pièces obligatoires. Donc maintenant, vous avez la recevabilité, votre dossier est recevable, vous avez bien mis les 4 pièces, vous avez traduit les documents qui devaient l'être, et puis maintenant, vous avez les autres pièces que vous allez devoir à déposer. Cette fois-ci, elles vont s'adresser, ce sont les pièces complémentaires qui dépendent de chacune des sections. C'est-à-dire que chaque section va considérer que pour évaluer donc, cette fameuse aptitude à exercer le métier, il va avoir besoin de pièces complémentaires. Ces pièces complémentaires, elles ne sont pas facultatives. C'est-à-dire que si elles ne sont pas là, votre dossier sera recevable. Mais si elles ne sont pas là, la section pourra juger, aura toute légitimité à dire, moi, je n'ai pas, les informations qui me permettent d'évaluer la capacité du candidat à exercer le métier, blablabla. Et donc, il faut les mettre. Donc, complémentaire, ça ne veut pas dire je les mets si je veux ou si je ne veux pas. Il faut les mettre parce que ça va donner les éléments à la section d'évaluer votre dossier. Et ces pièces complémentaires, eh ben, elles dépendent de la section. C'est-à-dire que les sections, collégialement, elles ont travaillé et elles ont décidé, nous, ce qu'on veut, ça va être ce genre de pièces. Voilà, ça peut être les attestations d'enseignement, ça peut être plein de choses. Donc, évidemment, ces pièces complémentaires qui dépendent des sections, elles sont publiques. Donc, si vous allez, par exemple, sur Galaxy, vous allez trouver les pièces complémentaires de chaque section. Et vous pourrez voir que, de nouveau, si vous postulez en chimie théorique ou en chimie des matériaux, vous n'aurez peut-être pas les mêmes pièces complémentaires pour chacune des sections. Voilà. Ou en 28 et en physique et en mécanique, ça ne sera pas forcément les mêmes pièces. En sociaux ou en anthropo, ça ne sera pas forcément les pièces complémentaires. Et alors, ces pièces complémentaires, elles sont plus, il y en a le nombre, tout ça dépend des sections. Mais ça s'appelle complémentaire, c'est pas facultatif, c'est pas si je veux, quoi. Voilà. Voilà, et donc, comme je reprends, elles dépendent de la section. Il faut les considérer comme obligatoires. Si vous ne les mettez pas vraiment, vous donnez un prétexte en fait à la section pour ne pas vous qualifier. Mais elle peut très bien dire bah, moi, je n'ai pas les infos qu'il faut, donc je ne peux pas qualifier. Il me faut les infos. Elles sont accessibles via Odyssée, via Galaxy. Et puis surtout, il faut aussi consulter le site des CNU où vous retrouverez les informations. Donc justement, sur ce site de CNU, j'y reviens, là, vous voyez, vous aviez les membres des sections qui étaient accessibles. Eh bien, vous avez aussi l'onglet qualif. Et donc là, si vous allez sur cet onglet qualification, vous allez retrouver d'une part le calendrier. Le calendrier, il est toujours mis. Alors ça, c'était de l'année dernière, hein, mais ça sera mis à jour, bien sûr. Donc, vous allez retrouver toutes les informations qui concernent le calendrier. Donc ça, cette fois-ci, je suis sur le site CNU de la section où je veux postuler. Et normalement, Odyssée renvoie, hein, il dit allez voir là-bas. Et puis, sur chacun des sites des sections, vous allez trouver dans l'onglet qualif, vous allez trouver des conseils généraux rédigés par la section, des recommandations pour la qualif maître de conf et des recommandations pour la qualif prof. Donc, ce que vous devez retenir, en gros, c'est que vous avez, on y reviendra à la fin, vous avez d'un côté les sites du ministère administratif qui sont Galaxy et Odyssée et qui se renvoient l'un l'autre. Hein. Si vous êtes sur Galaxy, on vous renverra sur Odyssée. Et voilà, enfin, c'est pas en miroir. Disons que quand vous êtes sur l'un, on vous dit à quel moment il faut aller sur l'autre. Et voilà. Donc, et puis, vous avez le site du CNU, où cette fois-ci, ce sont les sections CNU qui les nourrissent et par des informations qui concernent leur section, leur discipline. Voilà, bah écoutez, j'ai été longue, mais il y avait plein d'infos. Les sites importants qu'il faut que vous reteniez, c'est donc les sites de Galaxy et les sites Odyssée. Là, ils sont là, vous les retrouverez facilement. Donc Galaxy, pour le retrouver, vous tracez
Galaxy, qualification, maître de conférence ou enseignement sup, vous allez tomber dessus. Et Odyssée aussi. Alors, il faut mettre enseignement sup, parce que si vous tapez que Odyssée, je ne sais pas où vous arrivez. Hein, mais bon, de toute façon, ça, vous savez faire. Et puis, le site du CNU, alors là, cette fois-ci, vous tapez CNU, vous tombez dessus. Et puis, la présentation qu'on vient de vous faire, normalement, elle a été enregistrée. Elle sera disponible sur les chaînes YouTube, elle sera disponible sur le site du RNCD, on le mettra disponible sur le site du CNU, on les fera diffuser par tous les moyens possibles et aussi par les membres du CNU afin que voilà, toutes les informations vous parviennent, mais également à tous vos collègues qui n'ont pas pu être là aujourd'hui, qui n'étaient pas au courant, voilà, pour que l'information circule le plus possible. Premièrement, je crois que tu l'as dit, la durée de validation de la qualification. C'est 4 ans. 4 ans. Et ça court jusqu'au 31 décembre de la 4e année. Ensuite, peut-on demander la qualification dans différentes sections et Oui. peut-on postuler sur un poste de maître de conférence dans une section autre que celle dans laquelle nous avons obtenu la qualification? Oui, oui aux deux. Est-ce qu'il y a une voie spécifique pour les gens qui sont RQTH? Non, il n'y a pas de voie spécifique et on encourage les candidats, s'ils ont, voilà, d'expliquer les conditions dans lesquelles ils ont fait leur thèse. Voilà. Et donc, s'ils ont une situation RQTH, il faut le dire. Et il faut dire en quoi ça a pu ralentir la production de la recherche, les empêcher d'enseigner, voilà. Donc, mais pour l'instant, il n'y a pas de voie spécifique. En revanche, il y a après, il n'y en a pas beaucoup, il y a pas beaucoup des postes dits BOE. Chez BOE, oui. Et il y en a malheureusement très peu. Est-ce qu'il y a aussi la qualification par la voie de l'expérience? Oui. Alors, si vous allez sur Galaxy, parce qu'après, moi, je ne veux surtout pas dire de bêtises, si vous allez sur Galaxy, vous allez trouver Galaxy Qualif et tout ça, vous allez trouver tous les moyens, enfin, les voies de qualif, parce qu'il y en a différentes. Et celle-ci existe, effectivement. C'est pour l'expérience professionnelle, effectivement, ça existe. Alors là, je ne vais pas répondre plus longuement parce que je dirais des bêtises, mais si vous allez sur Galaxy, vous trouverez l'info. Il y a les différentes, il y a les différentes voies d'accès. Là, on me demande si on peut passer le concours d'enseignant-chercheur sans avoir reçu le vernis de la qualification. Non. Est-ce qu'il y a un nombre maximal de dossiers qui reçoivent la qualification par an et par section? Non, 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 c'est pas un concours. Hein. C'est une aptitude. Donc, si on considère que le dossier correspond, enfin, remplit toutes les conditions, il n'y a aucune raison de ne pas le qualifier. Ce n'est pas un concours. Est-ce qu'il y a un nombre de demandes limité par personne? À ma connaissance, non. Alors après, quand même postuler là où ça a un sens. Hein. Donc, mais il y a pas, moi je connais pas de, je connais pas de limite. Voilà. Donc vous pouvez faire 6 demandes, mais il faut quand même viser la section où ça a du sens, quoi. Voilà. Mais vous pouvez être dans 3, 4. Si vous êtes dans des trucs un petit peu à cheval, vous pouvez demander sur 3 sections, 4 sections. Voilà. Peut-on avoir accès aux appréciations des rapporteurs qui ont rapporté le dossier? Alors, vous pouvez faire un recours gracieux à l'issue de la décision et à ce moment-là, vous pouvez avoir accès au rapport. Mais à chaque fois, on vous précisera bien que ces rapports ne sont que des rapports préalables et que là, la jurisprudence est très claire et que la décision, elle est prise de manière collective. Voilà. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez avoir accès, mais ça va voilà, vous ne pouvez pas vous appuyer dessus. Enfin, bon, après, bon, il y a des recours, vous verrez si nécessaire, mais voilà, ce sont bien des rapports préalables et la décision, elle est collective et elle peut ne pas être la même que celle des rapports. Que les rapporteurs sont spécialistes du domaine du dossier. Ça, c'est le travail du bureau qui, oui. Alors après, chaque section fonctionne et puis, mais c'est pour nous un travail important de donner autant que possible des rapporteurs qui sont au plus près de la sous-discipline du candidat.
Et puis l'autre travail, c'est de respecter les règles de déport. Mais oui, ça, c'est quelque chose auquel les bureaux, c'est eux qui font la répartition, sont attentifs. Et c'est pour ça que ça nous demande un petit peu de temps et qu'on a besoin de temps pour le faire correctement. Quel est le moment idéal pour demander la qualification? Il y a des gens qui se demandent s'ils peuvent le faire pendant qu'ils sont en thèse. La réponse Non, est non, non, non. non, non, il faut la thèse. Et ensuite, il n'y a aucune limite, on est d'accord. Oui, oui. Et après, alors, bon, il faut avoir la thèse, hein, puisque une pièce obligatoire, c'est le rapport de soutenance. Si vous n'avez pas la thèse, vous ne pouvez pas le faire. Après, ça dépend des sections. Donc, je ne vous répondrai pas pour toutes. Il n'y a pas de limite. Et vous pouvez le faire. Vous pouvez tout à fait le faire juste en sortant de thèse. C'est-à-dire, si vous avez soutenu le 10 décembre et que vous avez votre rapport de soutenance, vous pouvez demander votre qualif. Qu'est-ce qu'il faut soutenir au plus tard pour tout avoir au 15 décembre? Alors moi, je répondrai que ça dépend des établissements, mais si vous voulez assurer le coup, je pense qu'il faudrait aller vraiment grand maximum 15 novembre ou 20 novembre, quoi. Grand maximum. Ouais, ça va vraiment dépendre d'abord de la discipline, c'est-à-dire du temps que vont mettre les membres du jury à rédiger le rapport de soutenance. Donc ça, c'est un premier point. Et puis, donc ça dépend un peu de la discipline. Et après, ça dépend des établissements, c'est-à-dire qu'il faut qu'après les services produisent les attestations, les diplômes, voilà. Et ça dépend des établissements. Mais c'est pour ça qu'il faut vraiment que là, il est grand. Enfin voilà, il faut commencer à avoir ça en tête, hein. Mais ça dépend et de la discipline et de l'établissement. Est-ce qu'il faut un nombre d'heures minimum d'enseignement ou un nombre d'articles minimum pour avoir la qualification? Ça dépend des sections. Les sections ont des cultures, voilà, ça dépend vraiment de la section, de la discipline. Entre les sciences humaines et même dans toutes les sections d'un même grand domaine, on peut avoir des demandes tout à fait différentes, aussi bien en termes d'expérience d'enseignement que de production scientifique. Donc ça, c'est pour ça qu'il faut vraiment aller regarder les sites de la section dans laquelle vous postulez. On me demande s'il faut être forcément de nationalité française. Alors là, j'ai la réponse c'est non. Moi, j'ai Non. des collègues qui n'ont pas la nationalité française, qui ont eu la qualification et qui sont enseignants-chercheurs. On peut être chercheur et enseignant-chercheur, c'est fonctionnaire d'État, mais pour les enseignants-chercheurs et les chercheurs, on peut être de nationalité étrangère. Faites attention à la traduction de diplôme pour la recevabilité. Voilà. Quels doivent être les documents traduits et si ça doit être certifié? Non, c'est pas certifié, mais il doit y avoir une déclaration sur l'honneur, je crois. Voilà, ici vous avez les diplômes, rapports de soutenance. Alors ça, c'est vraiment une phrase officielle, hein. Les diplômes, rapports de soutenance, attestations, justificatifs rédigés en langue étrangère sont accompagnés d'une traduction en langue française dont le candidat atteste la conformité sur l'honneur. Ça, c'est la question de la recevabilité. Voilà. Donc il n'y a pas de certifié conforme. C'est sur l'honneur, mais il faut la traduction. Voilà. Et ensuite, on me demande si ensuite, quand on est maître de conférence, c'est à vie. Oui, en espérant qu'un jour, vous passerez professeur. Si, dans certains pays, la thèse a été soutenue et qu'il n'y a aucun rapport de soutenance fourni, est-ce que c'est un handicap pour postuler à la qualification? Là, alors ça, il faudrait que c'est la DGRH. Normalement, on demande une attestation, quelque chose qui dit que oui, parce qu'effectivement, la question de l'attestation, de rapport de soutenance, c'est quelque chose qui est lié au système français. Mais il faut trouver quand même une attestation. Voilà. Alors moi, ce à quoi je vous encourage quand même, c'est que si vous connaissez, si vous êtes dans cette situation-là, ou si vous connaissez des gens qui sont dans cette situation-là, rapprochez-vous au plus vite de la DGRH pour avoir une réponse. Les services de la DGRH, ils connaissent tout à fait les questions et ils vous répondront de manière tout à fait pertinente. Et c'est eux qui décident de la recevabilité. Donc voilà, il faut une pièce quand même qui dit que vous avez passé une thèse. Ça, c'est pour être qualifié, il faut la thèse, quoi. Donc il faut une pièce qui le certifie. Ensuite, on me demande si la qualification est valable à l'étranger. Non. Si il faut pour le CNRS être passé par la qualification CNU, non. Je crois qu'il y a eu des confusions sur Galaxy et Odyssée. C'est pas très clair dans la tête des gens. Non. Odyssée, c'est la plateforme sur laquelle vous allez vous inscrire, créer votre compte, déposer vos pièces. Ça, c'est Odyssée.
Galaxy, il y a d'outils dans Galaxy. Il y a des outils pour les qualifications, il y a des outils pour les postes, il y a des outils pour les avancements de grade, il y a des outils Odyssée et l'une des plateformes de Galaxy. Odyssée, c'est pour la qualification en fonction de maître de conférence. Odyssée, c'est la plateforme qui va gérer tout le dispositif recrutement et dont la première entrée, c'est la qualif. Mais voilà, c'est foutu comme ça, là. Vous voyez, vous l'avez sous vos yeux. Sur Galaxy, vous allez trouver toutes les infos. Voilà, toutes les infos, vous allez trouver toutes les infos de Galaxy. Voilà. Et puis, vous voyez que vous allez être renvoyé sur Odyssée. Mais votre demande, là où vous allez déposer vos dossiers, là où vous allez vous inscrire, c'est Odyssée. Voilà. Odyssée, c'est la plateforme sur laquelle vous allez vous créer le compte, vous inscrire et déposer les dossiers. Et les infos, voilà, vous allez les trouver sur Galaxy. Mais si vous êtes sur Galaxy, vous voyez, vous serez renvoyé sur Odyssée, ça se voit bien. Et sur Odyssée, il y aura des petites vignettes qui vous donneront les informations réglementaires. Il y en a une FAQ, il y en a une sur Galaxy, il y en a une qui répond les questions que vous pouvez poser. Il y a la FAQ, il y en a une sur Galaxy, vous allez en trouver une. Hein. Et donc, c'est super, c'est le RNCD en fait une aussi, ça fait plusieurs accès, mais sur Galaxy, elle existe, hein, cette FAQ. Et les questions que vous venez de poser, vous allez y retrouver des réponses. Et vous allez y trouver les pièces complémentaires par section, vous allez trouver les pièces obligatoires, vous allez les retrouver. Tout ce que j'ai fait, tout ce que je vous ai montré là, ce sont des copies d'écran pratiquement ou des copier-coller de ce qui est sur Galaxy. Donc, Odyssée, vous vous inscrivez, vous vous déposez vos pièces et allez sur Galaxy qualification droit commun, vous allez trouver la FAQ, vous allez trouver les textes réglementaires, vous allez tout trouver. Voilà. Merci mille fois, Anne. Je vous invite tous à